Bonjour. On a tous un rapport intime au pouvoir. On le vit tous les jours, dans nos vies professionnelles, dans nos relations amicales, évidemment dans nos relations amoureuses, et même dans le cadre familial. Et quand j'y pense, je crois que j'ai passé ma vie à expérimenter des nouvelles formes de pouvoir. Ma famille, par exemple, m'a servi de véritable cours des institutions politiques. Je vous raconte. Je suis née dans un matriarcat. Ma mère est morte assez jeune et a laissé 4 filles à mon père. Alors à 1 contre 1, les femmes ont déjà toujours plus de pouvoir. Imaginez à 4 contre 1, le pauvre. La première forme de pouvoir que j'ai connue, c'est celui de droit d'aînesse. Ma sœur aînée exerçait sur l'ensemble de la famille une sorte d'autorité de droit divin. Mais le pouvoir monarchique ne dure toujours qu'un temps. Et elle fut très vite égalée par ma sœur cadette, qui avait un style plutôt despote éclairé. En tant que troisième de famille, avec le peu de choix qu'il me restait, j'ai été obligée d'obéir à mes 2 bourreaux, en attendant patiemment que ma petite sœur soit en âge de se battre pour lui montrer qui serait son chef. La première forme de pouvoir, c'est toujours celle de la force, et c'est en fait la plus faible. Avec Jeanne, ma petite sœur, j'ai tout de suite compris que le pouvoir n'allait pas se résumer au droit d'aînesse. Elle n'obéissait à rien. Elle avait cette soif de vérité, cette envie de comprendre, cette âme rebelle. C'était une libre penseuse. Et dans les jeux de pouvoir, les adversaires trop intelligents, il vaut mieux toujours en faire des alliés. Avec Jeanne, grâce à notre approche consensuelle, nous avons lentement fait basculer le pouvoir central. Nous avons contraint le dogme monarchique à l'écoute et à la collaboration. Bref, nous avons réécrit la constitution familiale. Mais le pouvoir, ce n'est pas qu'une affaire de famille, c'est aussi une histoire économique. Et mon premier job, en tant que reporter, m'envoya dans les pays du Golfe, notamment aux Émirats arabes, mais aussi au Yémen, où je pris la direction d'une revue politique. Les guerres tribales et la corruption ont immobilisé le pays jusqu'à la guerre civile. Et là-bas, j'ai découvert une nouvelle forme de pouvoir. Évidemment, le pouvoir du religieux, mais également les failles de la plutocratie et de l'oligarchie. L'argent et le pouvoir ne peuvent pas être à la base d'un pouvoir stable. L'argent et la religion, ne peuvent pas être à la base d'un pouvoir stable. Et c'est pour ça qu'après 6 ans d'aventure dans la journalistique dans la région, j'ai eu un peu envie de changer en acceptant une offre chez Google. À ce moment-là, j'ai découvert un nouveau type de pouvoir, celui de la data, comme moyen de comprendre, d'analyser, mais surtout de prédire le comportement du peuple consommateur. Je n'ai jamais autant appris que pendant ces 5 ans. Il fallait se forger un esprit entrepreneurial au sein d'une boîte mondiale. Il fallait rester à la pointe des nouvelles technologies dans un secteur en profonde mutation. Mais le pouvoir de la data, c'est un pouvoir trop froid, trop distant, trop mécanique. Et en fait, les algorithmes ne peuvent pas décider de tout. Il y a juste des questions qui sont trop complexes pour être réduites à une série de 1 et de 0. Cette exploration des différentes formes de pouvoir s'est arrêtée en cours de route lorsque j'ai appris que Jeanne, ma petite sœur discutailleuse, celle qui m'avait appris à agir plutôt qu'à subir l'ordre établi, avait disparu dans un accident. Elle avait 21 ans. De toutes les formes de pouvoir que j'ai connues, des monarques aux oligarques corrompus, aux despotes éclairés, aux codeurs de génie, le pouvoir le plus stable, c'était celui de Jeanne, celui qui naît du partage. Agir ensemble. Ça a l'air bête comme ça, même un peu naïf. C'est quand même la base de notre démocratie. Et pourtant, on n'y arrive pas. Même au sein de notre République riche et stable, on est en train de vivre l'une des crises démocratiques les plus puissantes depuis la Ve République. 61% des jeunes qui ne vont pas voter aux élections municipales. 88% des Français qui considèrent que leurs responsables politiques ne se préoccupent pas de ce qu'ils pensent. Les citoyens en ont marre des fastes de la caste politique, du manque de transparence des gouvernements, d'un système qui se veut démocratique, mais qui ne prend plus en compte la vie de nos citoyens. Moi, je crois que notre démocratie n'est pas dépassée. Elle a juste besoin d'une grosse mise à jour.
Le problème que l'on cherche à résoudre existe depuis longtemps. Et chaque génération a un petit peu envie de faire sa révolution, mais la nôtre a peut-être pour la première fois les moyens de ses ambitions. Jamais il n'a été aussi simple d'agir collectivement grâce au numérique. Toutes les tendances le prouvent. L'explosion des échanges via les smartphones, la montée en puissance de l'économie collaborative, un secteur qui devrait valoir près de 570 milliards d'euros en 2025. Une grande majorité des Français qui souhaitent s'investir davantage. On est 72% à dire vouloir s'impliquer davantage dans la chose publique. Jamais les élus n'ont été à ce point à la recherche de légitimité et d'efficacité. Je pense aux villes notamment, qui englobent aujourd'hui la majorité de nos populations européennes. Elles sont la colonne vertébrale, la cellule de base de notre démocratie. Et dans un contexte où l'État réduit de manière drastique les dotations aux collectivités locales depuis 2015, les maires ont plus que jamais besoin de s'équiper de nouveaux outils pour réinventer le mode de fonctionnement des villes. Bienvenue. Partout dans la sphère privée, l'opinion du citoyen est prise en compte en temps réel par des organisations qui sont soucieuses de la qualité de leurs services et de l'efficacité de leurs opérations. La sphère publique est à la traîne. Et c'est dommage parce que si le vote est central pour notre démocratie, est-ce qu'on veut vraiment attendre tous les 6 ans avant de donner son avis? La question pour moi, c'est donc pas de savoir si la société civile doit s'emparer du pouvoir ou non, c'est plutôt de savoir comment. Et c'est dans cet élan qu'en 2015, j'ai quitté Google pour fonder Fluicity, une technologie civique qui a pour ambition de réengager massivement les citoyens européens dans leur politique locale, et ce, en continu, sans attendre les prochaines élections. On se concentre à l'échelle de la ville, car on considère que la démocratie, ça commence en bas de chez soi. Et donc c'est sur des sujets très tangibles et très concrets de la vie de tous les jours que l'on veut redonner l'envie aux citoyens de participer à l'amélioration de leur espace public. Du coup, on a une démarche très pragmatique. On a été voir les citoyens, on a essayé de comprendre pourquoi ils ne participaient pas, et on a trouvé 3 principales raisons. La première, c'est que les citoyens considèrent que leur opinion n'aura aucun impact. La seconde, c'est que souvent, ils n'ont pas le temps pour la vie citoyenne. Enfin, la réalité, c'est que beaucoup d'entre eux ne sont pas au courant du réel travail de leurs élus. Du côté des élus, le malaise était plutôt dans une question de moyens. Comment faire pour faire collaborer un grand nombre de personnes autour de sujets d'intérêt général lorsqu'on n'est pas un expert du numérique? Sur base des 2 besoins, des 2 côtés, on a créé une solution simple avec 2 accès. Un pour les citoyens, un pour la mairie. Côté citoyen, Fluicity, c'est un réseau. Ce n'est pas un réseau social, ce n'est pas un réseau professionnel, c'est un réseau citoyen, un nouvel espace de dialogue pour une démocratie en continu. Alors en tant que citoyen, quand vous accédez au réseau, vous pouvez choisir votre ville et prendre connaissance de l'ensemble des projets et des événements d'intérêt général qui sont publiés sur votre ville, aussi bien par des acteurs associatifs que privés et qu'institutionnels. Vous pouvez également proposer des initiatives citoyennes et voter pour celles des autres. Vous pouvez enfin répondre aux questions de vos élus et échanger en direct avec eux via des messages. Notre but, c'est d'aller toucher 15% de la population de chaque ville qui est affiliée au réseau Fluicity. Pour y arriver, on travaille localement, on crée des panels d'usagers, on crée des partenariats avec des associations locales qui nous permettent d'aller toucher tout type de population, des jeunes, des moins jeunes, des populations défavorisées. Parce que Fluicity, ce n'est pas le Snapchat de la démocratie, c'est l'ambition sincère de recréer ce lien citoyen. Côté élu, on permet au maire de se connecter à la plateforme via un abonnement mensuel qui lui permet d'accéder de manière privilégiée au réseau. Il peut donc répondre aux questions des citoyens, à leurs messages, poster des sondages. Il peut également visualiser l'ensemble des données qui sont récoltées sur la plateforme, qui ont été anonymisées, mais qui sont présentées de manière à servir l'action publique. Je vais vous donner quelques exemples, ça va être plus simple. Bon, déjà, l'avantage de la plateforme, c'est qu'elle est neutre, elle est tiers de confiance, et elle garantit la protection des données personnelles,
la transparence des échanges et du coup la réactivité et la responsabilité de l'ensemble des parties prenantes. Notre toute première ville, c'est la ville de Vernon, petite ville de 26 000 habitants dans le département de l'Eure. En moins de 9 mois, on a déjà réussi à toucher 10% de la population locale. Plus de 600 demandes citoyennes ont déjà reçu des réponses. Ça va être aussi bien des réponses sur des questions sur un plan local d'urbanisme que carrément la mise en place de projets plus long terme, comme l'établissement d'un réseau de pistes cyclables. Du coup, comme on prouve l'impact, on a 15% d'utilisateurs en plus chaque mois de manière totalement naturelle. Et notre dernière fonctionnalité, des projets participatifs, ont poussé la ville de Vernon à débloquer une enveloppe pour financer les projets d'initiatives citoyennes les plus plébiscités. Nous sommes désormais disponibles dans 8 villes en France et en Belgique, notamment à Paris et à Bruxelles, et ça marche. On voit que les citoyens participent davantage dans un environnement qui est neutre, tiers de confiance, non institutionnel. On voit que les mairies sont plus agiles, plus réactives, et qu'elles proposent des solutions concrètes sur le terrain grâce à la participation directe de leurs habitants. On voit qu'en croisant différents types de données qui proviennent des sondages, des messages et des projets citoyens, on a une meilleure efficacité du service public. Fort de nos expériences, nous sommes en train d'amorcer une seconde augmentation de capital dans l'objectif d'accélérer le développement technique de notre outil pour permettre toujours plus de services aux citoyens, mais également aux mairies, de manière à fournir une alternative à des instituts de sondage ou encore à des sociétés de conseil. Notre objectif à terme est de créer un nouveau standard de gouvernance collaborative pour l'ensemble des villes européennes. Fluicity n'est pas la seule start-up à essayer de moderniser nos pratiques démocratiques. La sphère de la civic tech est en train de grossir en Europe et partout dans le monde. Elle englobe toutes les initiatives publiques, associatives et privées qui concourent à la modernisation des pratiques démocratiques, la transparence des gouvernements et l'engagement citoyen. De nombreux exemples autour de nous, comme les comparateurs de programmes politiques, les plateformes de co-création de la loi, ou encore des pétitions qui arrivent online, montrent en fait qu'il est possible aujourd'hui d'agir ensemble grâce au digital. Et ce, en faisant apparaître une société plus démocratique, plus inclusive et à terme, plus positive. Car on pourra toujours dire qu'il faut tout jeter, que notre système est pourri, qu'il faut tout réécrire. Mais s'en tenir à la seule contestation, c'est continuer de faire couler notre démocratie et de faire le lit des populistes. Alors aujourd'hui, on a besoin d'air, d'expérimentation, de nouveautés. Et c'est ça l'élan de la civic tech. Pour moi, le pouvoir est un objet trop important et trop complexe pour être laissé entre les mains de la classe politique. Aujourd'hui, il nous faut un pouvoir plus ouvert, plus transparent, plus décentralisé. Parce que c'est Jeanne qui avait raison. Le pouvoir le plus stable et le plus efficace, c'est celui qu'on partage. Et si on commençait? Merci beaucoup.